Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Sydney, merci d'être sur le podcast avec nous. Je suis super contente qu'on puisse recevoir Teddy. C'est une application que j'ai entendu parler souvent. C'est quelque chose aussi que je pense qui va être super utile et super le fun, en fait, que les entreprises savent juste que ça existe. Puis c'est même quelque chose que je vais implémenter éventuellement au sein de Wavency. Donc, avant de commencer, j'aimerais peut-être ça que tu parles juste un peu, toi qui t'es, et aussi Teddy, qu'est-ce que c'est exactement, un petit peu très bref, et après ça, on rentrera dans le côté RH. Oui, bien merci. En fait, c'est ça. Teddy, c'est une plateforme que j'ai lancée avec deux cofondateurs. Les trois, on s'est rencontrés en travaillant dans une agence dont un des trois cofondateurs, Pablo, était le propriétaire. Puis c'est en regardant, en fait, l'augmentation des coûts de son assurance collective qu'il a commencé à se poser des questions sur comment il pourrait mieux faire ça avec des coûts qui sont un peu plus prévisibles, mais surtout avec une plateforme qui est fun, flexible, qui a beaucoup de valeur aux yeux de l'employé. C'était ça l'idée à la base derrière Teddy. On l'a lancé à l'interne pour avoir une solution à nous, mais on s'est rendu compte rapidement qu'on pouvait la commercialiser. Moi, je suis rentré là-dedans parce que j'étais un peu l'espèce de jack of all trades, master of none. Là. Je fais un peu tout, je design, je code, j'écris, stratégie, tout ça. Puis évidemment, Jeff et Pablo, mes deux cofondateurs, des gars de marketing et de vente. Donc, on a vraiment un beau trio quand on a démarré ça. Puis on l'a lancé un peu comme ça avec certains contacts qu'on avait. Puis on s'est rendu compte très rapidement que ça répondait à un problème criant qu'il y avait, surtout au sein des PME, qui ont de la misère à recruter puis à retenir leurs employés. Puis souvent, l'assurance collective, qui est très bien en soi, c'est une solution qui est coûteuse, qui est complexe. Ouais. Et puis, il existe des solutions comme des perks pour employés, des manières de récompenser les employés. Je pense que Teddy fait un excellent job justement à amener de la valeur à des coûts prévisibles pour l'employeur, mais surtout avec toute la flexibilité du monde pour l'employé. Ouais, on va parler plus en détail de qu'est-ce qu'est exactement l'application, puis c'est le sujet pas mal de la journée. Avant ça, je vais faire une petite chin. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Donc, ce que je trouvais pertinent aussi, hier justement, comme je te disais en entrée de jeu, on t'a aussi interviewé sur le podcast Success Factory que Wavency anime. Je trouvais ça super intéressant quand tu expliquais l'histoire derrière Teddy, mais aussi le fait que c'est pas tout le monde nécessairement dans les assurances collectives qui vont venir utiliser ce que l'assurance collective offre. Donc, je pense au fait de physio, naturo, masso, donc tout ce qui est assurance collective, le côté invalidité est super pertinent, oui, là c'est vraiment un must, mais après ça, tout le reste, là, c'est là que Teddy rentre en jeu puis vient offrir une flexibilité que l'employé peut choisir de dépenser ce montant-là ailleurs. Peux-tu aller un petit peu plus en détail dans où la ligne le fonctionnement, mettons, vision employé, comment il utilise l'application, puis après ça, on pourrait peut-être rentrer dans l'employeur, en fait, là, comment que lui, c'est facile pour lui aussi d'utiliser l'application. Bien sûr, en fait, souvent, avec l'assurance collective, il faut bien comprendre, Teddy n'est pas de l'assurance collective, c'est un compte mieux-être flexible. On est souvent en complément de l'assurance collective. Souvent, c'est une solution pour ceux qui ne peuvent pas se permettre l'assurance collective, mais je crois que l'assurance collective est un excellent produit qui est très important pour beaucoup de besoins, dont justement assurance vie, invalidité, médicaments, ces choses-là, des choses qui, justement, c'est de la gestion de risque. Ouais. C'est une maladie grave qui arrive du jour au lendemain, tu es content d'avoir ton assurance médicaments avec ton assurance collective. Il y a des choses dans l'assurance collective qui sont ce que j'appelle des coûts prévisibles, comme tu disais, la massothérapie, acupuncture, tout ça, des professionnels. Ça, c'est là où je trouve que des fois, ça fait moins de sens avoir ces produits-là dans l'assurance collective parce que je trouve des fois que les assureurs vont jouer sa perception un peu. Ils vont dire, écoute, tu as 400 $ par professionnel par année, tu as accès à 15 professionnels, 15 fois 400, regarde la valeur totale de ton package, wow. En réalité, il n'y a personne qui utilise les 15 professionnels à la hauteur de 400 $ par année. Fait que je trouve qu'au niveau de la perception, ça peut venir jouer. Puis, en fait, l'assureur va souvent souhaiter que tu ne l'utilises pas au complet. Ce n'est pas à son avantage à l'assureur que tu utilises le montant total. Fait que souvent, eux n'ont pas intérêt à ce que l'expérience utilisateur soit particulièrement bonne ou à ce que le flot de soumission des réclamations et de remboursement soit particulièrement rapide ou bon. C'est là que Teddy, justement, nous, on a comme renversé ça complètement. Pour nous, on s'est dit, nous, on veut mettre en place quelque chose que les employés utilisent le plus possible et qui voient la valeur le plus possible. Donc, Teddy, justement, c'est un compte mieux-être, l'employeur peut rapidement, puis on parlera du côté employeur dans un instant, mais l'employeur, c'est très simple à mettre en place. On parle de quelques clics, pas besoin de parler à un vendeur, pas besoin de mettre ça en place sur des semaines, ça prend quelques minutes. Une fois que c'est mis en place, l'employé l'utilise vraiment comme un expense account, un peu, si je peux dire. Il y a une liste de catégories qui sont disponibles qui reflètent les valeurs de l'entreprise. Donc, l'employeur programme ces catégories-là. Puis par catégorie, là, juste pour qu'on rentre plus en détail, tu sais, moi, j'avais vu rapidement, tu as animaux de compagnie, transport, tu sais, dans le fond, l'employeur peut choisir, on va rentrer là-dedans dans l'employeur aussi, mais
peut choisir quelques catégories, que l'employé peut dépenser son argent dans ces catégories-là uniquement, c'est ça? Exactement. Il peut vraiment programmer ça pour que ça, comme j'ai dit, ça reflète les valeurs de l'entreprise. Ouais. On dit, moi, je vais permettre animaux de compagnie parce que c'est quelque chose que je sais que mes employés aiment. Transport en commun parce que je veux encourager ça. Vie active. Ça peut être divertissement numérique. Puis il y en a d'autres aussi qui peuvent ne pas être pris, comme par exemple, une que je mentionne des fois qui est moins prise, c'est services automobiles. Mais j'ai des clients qui sont peut-être moins dans une zone urbaine pour qui c'est important d'offrir des montants qui sont liés aux services automobiles pour l'employé, d'autres que non. Il y en a qui ne vont pas le prendre, par exemple. Donc, l'employeur peut vraiment programmer ces catégories-là. Puis ensuite, l'employé a un montant qui est récurrent ou non. Donc, ça peut être un montant mensuel de 50 $ par mois. Il peut cumuler ce montant-là. Donc, c'est excellent pour la rétention de l'employé, justement. Puis, il y a des montants qui peuvent être ponctuels. Donc, l'employeur peut programmer des montants à l'anniversaire de l'employé, à l'employé du mois, ou pour refléter un programme de récompense de l'employé. L'employé va cumuler ces montants-là, puis il l'utilise, comme je disais tantôt, comme un expense account. Donc, on va s'acheter un tapis de yoga chez Sport Expert, prend la facture, la soumet dans la plateforme Teddy, puis après ça, le tout est géré par nous. Puis c'est là aussi, je pense qu'on fait les choses un peu différemment. Parce que, je parlais de l'assurance collective, le principe d'avoir un compte de dépenses dans lequel l'employeur met un budget, l'employé l'utilise, pour des dépenses liées à son mieux-être, on n'a pas réinventé cette roue-là. Là où on fait les choses un peu différemment, c'est au niveau du modèle et au niveau des opérations. Donc, premièrement, le modèle d'affaires, c'est un modèle d'abonnement logiciel. Donc, ça commence à 6 $ par employé par mois. On ne prend pas de cote sur les réclamations en tant que telles. Il n'y a pas de frais cachés. C'est vraiment le seul frais pour l'utilisation. Puis après ça, c'est au niveau des opérations aussi. L'employé s'achète un tapis de yoga à 60 $, soumet la réclamation dans Teddy. Nous, on traite tout ça nous-mêmes. Donc, l'employeur n'a pas besoin d'approuver les dépenses. C'est nous qui les approuvons. Oui, ça concorde avec la catégorie. Puis ensuite, on facture en temps réel l'employeur. Donc, l'employeur n'est pas facturé pour ce qui n'est pas utilisé. Il paye seulement ce qui est utilisé réellement. Puis l'employé, nous, après ça, on a tout intérêt à lui dire « Hey, as-tu vu cette offre-là ou veux-tu l'utiliser de telle manière? » Ou « Hey, ton employeur vient de te déposer un montant dans ton compte, va l'utiliser. » Donc, on a vraiment plein de mécanismes en place pour vraiment rappeler à l'employé que son employeur est là puis qu'il prend soin de son mieux-être, qu'il y a des montants qui sont là pour ça. C'est vraiment comme ça qu'on a monté la plateforme. Puis on le voit, les employés aiment vraiment ça. La manière que c'est utilisé aussi, au début, on se disait, on va mettre ça en place, puis ce qui va sortir le plus, ça va être la massothérapie, l'acupuncture, le dentiste, tout ça. Ce qui ressort le plus, oui, évidemment, il y a des dépenses comme celles que j'ai mentionnées, mais ce qui ressort le plus, c'est, tu l'as dit, animaux de compagnie, vie active, divertissement. Donc, beaucoup d'employés, je vous donne un exemple, se font rembourser leur Spotify, leur Netflix. Ça, dans le monde de l'assurance collective, oublie ça. Non, c'est ça. Mais c'est des dépenses que tout le monde a. Puis moi, je serais prête à débattre quelqu'un qui dirait que c'est pas du mieux-être Netflix. Écoute, il y a des cas où oui, puis on l'a vécu pendant la pandémie, que c'était très important pour les gens de pouvoir un peu changer les idées des fois. Ouais. Donc, nous, on n'est pas là pour justement poser un jugement sur qu'est-ce qui est du mieux-être ou pas. Il y a des choses qu'on ne met pas. Par exemple, il n'y aura pas tout ce qui est drogue, alcool, armes à feu, tout ça, bien entendu. Il y a des choses aussi qu'on veut être sûr de bien paramétrer pour que l'employeur les mette en place. Je donne un exemple. Épicerie, Hydro-Québec, loyer. C'est des choses qui, nous, on pense, sont plus liées à des besoins de base. Puis les besoins de base, c'est le salaire. Tu veux que les gens se gâtent un peu plus. Exact. Avec on veut que Teddy soit lié à « Hey, fais-toi plaisir, procure-toi quelque chose ou un service que tu n'aurais peut-être pas été chercher si tu n'avais pas eu Teddy. » Donc, c'est comme ça aussi qu'on l'a pensé. Il y a un côté le fun aussi de dire mon employeur m'a acheté un tapis de yoga indirectement, mais quand même, non, c'est ça. Exact. Puis, quand je parlais d'opération, puis là où on innove, la plupart des solutions qui existent dans ce genre, la manière de rembourser l'employé, c'est vraiment subtil, mais ils vont rembourser l'employé sur la paye. C'est la manière plus straightforward de fonctionner. Puis là-dessus, nous, on fait les choses différemment. On ne rembourse pas sur la paye. Pourquoi? Parce qu'un employé qui reçoit son chèque de paye, il regarde son compte de banque. Moins... Oui, c'est ça, exact. Moins impôt, moins ça. J'ai 42$ de plus ou de moins. Tu ne le vois pas vraiment là. Alors que nous, c'est niaiseux, mais on fait ça à l'extérieur de la paye. On rembourse par virement Interac. Le feel, c'est vraiment comme si c'était ton ami qui te faisait un virement, mais c'est ton employeur. Ça te dit, ton employeur t'a remboursé ton tapis yoga, 60 $, tu l'acceptes, tu le déposes. L'employé pose un geste de reconnaissance envers son employeur, puis ça fait toute la différence, alors que c'est comme une petite technicalité. Non, je comprends. Toute l'app, moi, dans le fond, j'avais regardé pour Teddy au début, puis il y a quelques mois, environ mois, avant l'assurance collective, en fait. Puis je trouvais vraiment que la démo, c'était vraiment parfait. Là, les gens qui ont la chance d'aller voir la démo. Puis toute l'interface, c'était en marketing. J'ai trouvé que l'interface, c'était vraiment... T'as envie de l'utiliser. Ouais. Puis honnêtement, on est une petite entreprise. Il y a encore des connaissances qu'on doit savoir. Puis c'est quelque chose que je n'étais pas au courant, que je pouvais juste... Dans ma tête, assurance collective, ça venait avec tout le côté invalidité, mais on n'avait pas le choix de prendre la portion
massothérapie, etc. Puis tu m'as appris ça dans le podcast, d'ailleurs, qu'on a le choix de l'enlever puis peut-être de remplacer ce montant-là par Teddy, justement. Puis je pensais pas que c'était une option, donc j'ai pas pris de l'avant avec l'application juste à cause de cette raison-là. Fait que c'est quand même bon à savoir pour peut-être les PME qui nous écoutent. Sûrement que les grandes entreprises le savent, mais moi, c'était quelque chose que j'étais pas au courant. Donc c'est un bon point pour ça. Aussi, tu as nommé quelque chose, c'est intéressant, c'est que je pense une des raisons pourquoi Teddy se différencie, puis je pense innove beaucoup, c'est parce qu'on est 3 personnes qui sont du milieu marketing puis du milieu numérique. On est 3 geeks de marketing puis de produits numériques. Ça fait en sorte qu'on n'est pas 3 gars d'assurance. Puis la plupart des solutions que j'ai vues, c'est soit des courtiers ou des compagnies d'assurance qui essayent de mettre un front numérique à des services qu'ils ont déjà. Puis c'est pas mal, là. Mais à la base, ça revient toujours à vendre des produits d'assurance. Puis nous, c'est ça, au départ, on s'est dit, nous, on n'est pas des vendeurs d'assurance. Nous, on veut avoir une bonne expérience pour l'employé d'abord et avant tout. Puis c'est ça qui a comme drivé la vision du produit à la base. Non, je comprends. Puis le côté employeur, justement, de comment ça fonctionne pour l'employeur, parce que ça vient, le virement, là, moi, des questions plus techniques, mais tu sais, le virement Interact provient de eux, mais dans le fond, ça vient de Teddy. Donc, comment, tu sais, niveau logistique, qu'est-ce que, mettons, on prend un directeur marketing de n'importe quelle entreprise, 500 employés, grande entreprise, 500 employés et plus. Qu'est-ce qu'il y a à gérer cette personne-là s'il décide d'intégrer Teddy dans l'entreprise? C'est une très bonne question. En fait, pour prendre peut-être un pas en arrière, la manière qu'on a monté la plateforme, au niveau technique, au niveau opérationnel, c'est qu'on s'est dit, avant même de prendre ça, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le feel qu'on veut que Teddy ait auprès de la perception de l'employé? Puis tu sais, je parlais tantôt d'un virement Interact, c'est comme si c'était un ami qui te remboursait. Mais c'est un peu ça qu'on a voulu créer. C'est-à-dire que Teddy, à la base, tu pourrais faire ce que j'appelle un Teddy à la mitaine, si tu voulais, in-house chez Wavency. Tu pourrais dire, je vais voir mes employés et je vais leur dire informellement, « Hey la gang, si vous voulez, ramenez-moi vos factures Netflix, ramenez-moi vos factures de gym, ramenez-moi vos factures de vétérinaire, puis à la hauteur de 500 $ par année, je vais vous rembourser à la pièce. » Ça se fait. Puis, ce qui manque là-dedans, par contre, c'est administrativement, c'est quand même un cauchemar à gérer. Surtout si là, tu commences à être 10, 15, 20, 30, 100 employés, oublie ça. Non, c'est ça. J'ai parlé à des entreprises, justement, qui sont un peu plus grosses, qui ont un employé à temps plein là-dessus, à gérer ça. Fait que, déjà, Teddy vient... Fait que Teddy, en fait, ce que ça fait, c'est que ça remplace ça l'automatise. Puis ça rend le processus le fun aussi. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Dans les deux parties. C'est pas juste facile pour l'employeur, c'est que pour l'employé, c'est le fun aussi. Dans une belle interface, tu peux tracker tes dépenses. Hey, il y a un beau graphique qui montre toutes les catégories qui ont été utilisées, puis tout ça. De le dire informellement, puis de gérer ton propre programme, ça devient assez difficile. Donc, c'est comme ça qu'on l'a monté à la base. Fait qu'au niveau des opérations, tu disais virement Interact, tout ça, ben, ça fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire que l'employeur dit, OK, parfait, tu as 100 $ par mois pour du sport. Ben, mois 1, tu as 100 $, tu vas t'acheter, je reviens toujours à mon exemple du tapis yoga, tu vas acheter un tapis yoga. À la base, je prends une pause, l'employeur va sur Teddy, crée le compte de l'entreprise, ça prend quelques clics, là, information, tout ça, connecte soit le compte de banque, soit la carte de crédit pour les paiements. Mets en place, donc je sélectionne les catégories, je mets les montants que je veux, sont récurrents ou non, je mets ça en place, ensuite, je rentre les courriels de mes employés, je fais inviter et c'est tout. Est-ce qu'il y l'employé a... reçoit le courriel, puis c'est l'employé qui crée son propre compte. Est-ce que excuse-moi de te couper, mais ça m'est venu une question. Est-ce que justement, on peut y aller par, mettons, directeur, il y a un montant, VP, il y a un montant, puis aller par comme échelon un petit peu. Tu peux créer des groupes d'employés. Tu peux créer des groupes, Tu sais, si tu es dans la restauration, on en a, c'est temps plein, temps partiel, ou c'est des succursales, ou tu peux vraiment moduler ça avec tes groupes d'employés, exactement, puis avoir des montants différents pour ces groupes-là. Ça peut être c'est ça. un montant de départ, d'autres, t'en as pas, tout ça. Fait que tu peux, tout paramétrer ça comme ça. Puis une fois que c'est fait, c'est tout. Après ça, l'employé, c'est toi-même, en tant qu'employeur, pas besoin de tout nom, prénom, date de tout ça. C'est l'employé qui crée son propre compte avec une invitation. Puis après ça, l'employé, donc, un montant, donc je disais 100 $. Mais le 100 $ en tant que tel, c'est pas un montant qui a été débité. Là. Ce montant-là, en fait, c'est une limite de dépenses que tu as. Tout comme si tu allais voir ton employé et tu disais, « Hey, tu as jusqu'à 100 $ pour acheter du stock de sport. Ramène-moi une facture, je te le rembourse. » Ben, c'est ça. Fait que donc, tu as droit à 100 $. C'est au moment où tu vas faire un achat, tu soumets le reçu sur Teddy. Puis au moment que la plateforme Teddy accepte la réclamation, je facture 100 $ à l'employeur et je te rembourse 100 $ à toi. Donc, c'est l'employeur, comme je disais tantôt, ne débourse uniquement que lorsque la réclamation est approuvée. Donc, l'employeur ne paie pas ce qui n'est pas réclamé. Et ça fait en sorte que nous, on n'est pas obligé aussi en tant que start-up. Au début, on se disait justement, c'est quoi le modèle qu'on va prendre? Au début, on était comme, OK, on peut prélever les montants d'avance. Fait que là, tu as 10 employés, 100 $. Fait que tous les mois, je prélève 1000 $ à l'employeur, puis on gère ça dans un compte en fiducie. Puis là, ça tenait un paquet d'affaires qu'on ne voulait pas gérer. Puis on s'est dit, on revenait toujours à la base de qu'est-ce qu'on veut que la mécanique ce soit. On veut que ce soit comme si l'employeur disait, « Hey, tu as 100 $,
Si tu le réclames, voilà 100$. Mm-hmm. C'est comme ça que c'est géré, c'est comme ça que la plateforme feel, avec une couche, bien entendu, de UX, UI vraiment plaisante à regarder, à utiliser, facile. Puis là, c'est encore un peu technique cet aspect-là, mais est-ce que habituellement les gens choisissent un petit peu plus comme un montant mensuel qui est tout le temps remis dans le compte? Est-ce que c'est des fois de temps en temps, je donne un cadeau quelconque? Comment que ça fonctionne, la récurrence de ça? Je ne pourrais pas dire c'est quoi la proportion, mais on a 2 types d'utilisation. Il y en a des hybrides là, entre les deux, mais tu as un côté, les employeurs qui veulent simplement dire à leur employé « Hey, moi, je te donne un montant auquel tu as droit pour ton bien-être. Le voici, puis il est récurrent tous les mois. » En général, il y en a qui viennent me voir et disent « Sidney, pourquoi je ne fais pas juste donner un 500$? Ou mettons, je vais dire, faire ça facile pour le calcul, donner un 600$ par année à mes employés. 1er janvier, je donne 600$. Puis là, c'est la question de rétention qui arrive. Je leur dis, ben, tu peux donner 600$, mais là, ils vont s'acheter un snowboard à 600$ le 2 janvier. Puis après, à partir du 3 janvier, pour le restant de l'année, ils ne vont plus jamais retourner sur Teddy. Ils ne vont plus jamais te rappeler que c'est toi qui leur as payé le snowboard. Ce que tu devrais faire, c'est donner 50$ par mois récurrent. S'ils veulent s'acheter un snowboard, ils ont plusieurs options. Soit ils achètent un snowboard le 2 janvier, ils se font rembourser 50$ sur leurs 600$. Soit ils attendent à la fin de l'année pour pouvoir se le faire rembourser au complet. Ou à la moitié de l'année pour se faire rembourser la moitié. L'employé décide aussi là, s'il veut se faire rembourser la totalité de la facture ou pas. Donc, ça, c'est la première option, un peu le compte mieux-être standard. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, on a des employeurs que eux, c'est beaucoup plus à l'utilisation, à la performance de l'employé. Fait qu'eux vont moins utiliser le côté récurrent. Puis ça va juste être, si tu es l'employé du mois, puis ils vont avoir une grille. Là. Si tu es l'employé du mois, tu as 75$ Teddy. S'il y a un employé, un collègue qui te donne un coup de pouce pour tel... Si tu remplaces dernière minute, tu as 25$ Teddy. Puis ils ont tout en place une structure de performance, un peu où est-ce que là, associé à ça, ils vont avoir des montants Teddy. Puis souvent, ces employeurs-là, ce qu'ils utilisaient avant, on s'entend, c'est beaucoup plus vente au détail, restauration, peut-être, ces types d'entreprises-là, avec des employés plus jeunes. Avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient des cartes cadeaux. Ben, une carte cadeau Amazon, c'est cool, c'est de l'argent, mais ultimement, tu peux t'acheter n'importe quoi. En tant qu'employeur, tu ne peux pas contrôler ce que l'employé va acheter avec sa carte cadeau Amazon. Si tu donnes une carte cadeau Indigo, ben, l'employé peut juste aller chez Indigo. Fait qu'il n'y a pas de juste milieu. Puis Teddy, c'est comme le meilleur des deux mondes. Parce que tu peux donner le montant de ton choix, mais tu peux dire, moi, je veux, peu importe le magasin où tu vas aller ou le vendeur chez qui tu vas acheter, je veux que ce soit des articles de sport. Tu peux aller chez Amazon, tu peux aller chez Decathlon. Tant que c'est un tapis de yoga et que la facture le mentionne et que c'est clair, nous, on va l'approuver. Fait que nous, on n'a pas une liste de fournisseurs prédéterminée. C'est comme, je disais tantôt, un expense account. Quand tu as un expense account corporate avec travail, il n'y a pas une liste de restos auxquels tu as le droit d'aller. Tu peux aller à n'importe quel resto pour tes lunchs d'affaires. Ben, c'est un peu ça. En fait, on a pris cette logique-là avec les dépenses mieux-être de base pour tous les employés. Tu as parlé de rétention, justement, de reconnaissance. On est beaucoup dans la reconnaissance à travers ça, mais ça vient aussi jouer sur la rétention, j'imagine. Ça vient aussi jouer sur le recrutement. Il y a quand même beaucoup d'aspects du RH que ça vient de difficultés en ce moment. On dit que les gens ont avec la pénurie de main-d'œuvre que Teddy vient. As-tu des histoires à succès un peu que tu peux me raconter? Parce que là, je pense que vous collaborez avec plus de 300 entreprises là, au Québec en ce moment. 350 clients, un peu partout au Canada, principalement au Québec en ce moment. Puis nos efforts de commercialisation vont aller vers le reste du Canada dans les prochains mois. Mais tu sais, avant le podcast, tantôt, toi et moi, on discutait, puis tu me parlais d'à quel point les ressources humaines, le recrutement, maintenant, c'est rendu du marketing. C'est la vente, en fait. Parce qu'à cause de la pénurie de main-d'œuvre, oui, mais juste en général, la marque employeur, c'est tellement rendu important. Puis en fait, tu parlais d'histoire à succès, tu sais, on voit ça fréquemment, là, d'un client qui arrive chez Teddy, il prend Teddy, puis on voit sur son LinkedIn, son Instagram, son Facebook, qui fait des publications pour mettre ça de l'avant. Hey, maintenant, chez Teddy, on offre, chez l'entreprise, on offre Teddy, puis dans la publication, ils vont comme mettre de l'avant les genres de dépenses qui sont remboursables via la plateforme. Puis ils le mentionnent ils le mettent sur le job posting, ils le mentionnent durant l'entrevue. Ça, on le voit fréquemment quand on parle à des clients existants pour voir comment ça se passe. Que vraiment, ça fait partie de leur marque employeur de manière intégrante. Puis je parlais, l'autre jour, j'ai été dîner avec un de mes clients, puis qui me disait, écoute, Sidney, moi, j'ai dit, je sais, là, j'ai 2 employés. Hein, si j'avais pas eu Teddy, il serait déjà parti. Parce que c'est arrivé d'un moment clé pour eux de pouvoir faire ce genre de dépenses-là. Puis je savais qu'ils étaient comme peut-être insatisfaits avec telle affaire qu'on a réglé maintenant, mais Teddy était comme ce qui les a tenus en place. Ça arrive fréquemment là, que je parle des clients qui disent c'est vraiment un game changer. Soit un game changer pour l'équipe RH qui gérait déjà un programme in-house, que maintenant ça les a libérés, l'espace, la charge mentale est plus là pour Teddy, fait qu'ils peuvent la mettre sur autre chose. Ou d'autres qu'il n'y avait rien. Puis c'est
employeur d'une seule personne. Il n'y a pas de RH dans une entreprise de 16 personnes qui le gars ou la fille gère ça lui ou elle-même. Met un TEDI en place, puis là, je suis capable d'amener de la valeur sans devoir passer un mois à signer un contrat d'assurance collective ou sans devoir engager quelqu'un dédié au RH qui va gérer ça. Fait que c'est vraiment, c'est là où je pense que TEDI fait une grosse différence. Ouais, puis tu sais, je pense qu'aussi, en ce moment, on est en 2023, on parle beaucoup de pas mettre tout le monde dans le même panier, un petit peu diversité, inclusion, et c'est un sujet qui est comme super important. Puis le fait de justement peut-être tout donner à tout le monde la même chose tout le temps sans prendre en compte les vrais besoins ou tu sais, il y a des gens peut-être qui veulent avoir, on parle d'un animal de compagnie, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir ça. Même chose qui n'ont pas les moyens d'aller voir un massothérapeute. Bien, il y a aussi ça là, que tu as dit vient venir combler un petit peu. Puis je prends un exemple récent avec Wavency. On faisait faire tout le temps des chandails classiques, tu sais, un petit peu comme que toi, mais nous, on donnait ça tout le temps, puis on se disait, on va aller faire un tour chez Village des Valeurs, puis on va laisser tout le monde choisir le vêtement qu'il veut vraiment qu'il y ait Wavency dessus, et non juste un T-shirt noir à tout le monde avec Wavency. Puis c'était un peu le but aussi de dire comme, chacun son style, chacun sa personnalité, on va choisir les vêtements qui ont, tu sais, que tout le monde a ça. Fait que, bref, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce côté-là aussi qui était dit apporter. Vraiment, puis ce qui était pas difficile, ce qui était le challenge à surmonter pour nous, c'est de trouver la bonne balance entre beaucoup de flexibilité, mais en même temps, trop de flexibilité, ça tue la flexibilité, en fait, parce que, ultimement, tu pourrais juste, puis ça m'arrive, des gens à qui je parle qui me disent, ben ultimement, pourquoi je ne fais pas juste donner 500$ à mon employé? Ben, et là, l'affaire, c'est que si on avait 75 catégories, puis on permettait toutes, puis ben, en bout de ligne, ça revient de l'argent, puis l'argent, ça n'a pas plus de valeur que de l'argent. Donc, c'est d'encourager les valeurs, encore une fois. Exact, encourager les valeurs dans l'entreprise, puis créer de la valeur aussi, de donner une valeur particulière à un montant. Tu sais, l'exemple que j'aime utiliser, c'est si je t'invite à souper chez nous, puis tu arrives soit avec un billet de 20$ ou avec une bouteille de vin qui vaut 20$. Mais bien sûr que je préfère la bouteille de vin qui vaut 20$, parce que c'est le geste que tu poses. La même chose avec Teddy, tu sais, c'est là-dessus qu'on... J'aime l'analogie. Ben oui, non, c'est ça. Puis là, tu disais donc, avec justement comment inclure tout le monde puis être sûr que tous les besoins sont reflétés, bien, je pense que Teddy le fait bien. Oui, au niveau des besoins de la génération Z, au niveau de où l'employé est situé aussi maintenant, avec le télétravail. Tu sais, si mettons, j'en ai là, un client qui a pris Teddy parce qu'il était à Québec et il y avait un deal avec un spa à Québec. Puis les employés ont 50% off à ce spa-là. Mais là, s'ils veulent l'engager à Montréal, cet avantage-là, il n'est pas applicable. Non, c'est ça. Donc, Teddy vient jouer justement en disant, mais regarde, tu sais, voilà un montant X, moi je le réserve pour des soins esthétiques ou les soins personnels. Et après ça, c'est toi qui choisis si tu veux aller au spa ou si tu ne veux pas aller au spa, tu veux t'acheter de la crème ou tu peux le faire. Il y a ça, puis aussi les avantages qui sont liés au milieu de travail aussi. J'en parlais dans le podcast qu'on avait fait, Success Factory. Un employeur qui a des avantages liés à l'environnement de travail, comme du café gratuit, ben si tu décides de travailler 100% télétravail, tu n'as plus accès à cet avantage-là. Puis ce que j'aime rappeler, c'est qu'un avantage qui n'est pas utilisé, c'est pas un avantage. D'offrir un avantage, c'est pas un avantage, c'est que s'il est utilisé, ça devient un avantage. Fait que si tes employés ne boivent pas ton café, ben c'est pas un avantage. Alors que Teddy, ben il y a une des catégories, c'est abonnement culinaire dans lequel tu peux t'abonner à un service de livraison de café ou Cookit, HelloFresh et tous ces services-là. Ben ça peut venir, puis c'est l'employé qui décide, tu sais. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a réussi à bien trouver le juste milieu entre flexibilité mais valeur aussi. Oui, non, c'est très bon. Puis les gens, justement, qui veulent un peu en savoir plus sur Teddy, là, vous avez encore la démo sur votre site. Là, moi, je suis allée il y a comme 6 mois, mais vous avez encore la démo sur votre site parce que, tu sais, je pense que juste la démo, ça vient vraiment aider à comprendre parce que là, ça fait beaucoup de choses, mais c'est tellement bien expliqué puis bien simplifié à travers la plateforme que c'est comme, OK, ouais, c'est ça qu'il disait, puis c'est comme super bien illustré. Fait simplement aller sur notre site web teddy.app, tedy.app. Tout est là au niveau des catégories aussi. Si vous voulez juste consulter, voir un peu quel genre c'est ça, être curieux. Sont disponibles. C'est sur notre site, sinon la démo est là aussi. Puis si quelqu'un veut, c'est ça aussi, là-dessus pour nous, c'était très important. Pas besoin de booker, il n'y a pas de book démo. Là. Oui, tu peux booker une démo si tu veux parler à quelqu'un. Mais c'est une vidéo, oui. Il y a une vidéo, mais même en fait, tu peux, si tu veux booker un membre de notre équipe, si tu veux parler, mais on offre l'option de s'inscrire puis mettre tout en place, d'attendre. Tu peux, sans parler à la personne, ça prend 15 minutes, tout est mis, puis il y a vraiment les deux qui sont disponibles. Cool. Ben, super, merci. Écoute, c'était vraiment le fun. Puis je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui vont être en train de s'inscrire en ce moment. Honnêtement, ça donne le goût. Fait que, ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À la prochaine. Donc, allô Manon, bonjour Maud, super contente de te recevoir aujourd'hui. D'entrée de jeu, là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'expérience employée, on va parler peut-être un petit peu aussi d'expérience candidat, on va voir. J'aimerais peut-être juste que tu te présentes et que tu présentes aussi l'agence Dada.
OK. Bien, enchantée d'abord, enchantée d'être ici. Dada, c'est une agence de communication stratégique et créative qui répond aux enjeux d'affaires internes, donc attraction, rétention, mobilisation, et les enjeux d'affaires externes, donc toute la question de la réputation, de la notoriété, de la commercialisation. Donc, on répond aux enjeux d'affaires internes et externes des organisations, puis on a une raison d'être, là, notre mission, autrement dit, c'est de réconcilier l'expérience client, l'expérience talent, puis l'expérience citoyenne corporative pour permettre aux organisations d'avoir plus d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les organisations, de plus en plus, veulent développer des expériences talents, veulent développer des expériences clients, veulent développer des expériences corporatives citoyennes, mais le font en silo, ce qui fait en sorte que les organisations ont des histoires qui manquent de cohérence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de réconcilier pour que les organisations, justement, aient plus de cohérence, ne serait-ce que dans leur message, parce qu'on devrait être capable de parler aux parties prenantes de la même façon. On est une organisation, une agence qui est indépendante, qui est à propriété féminine. Puis comme on fait beaucoup de marketing RH, bien, on prêche ce que l'on prône ou on prône ce que l'on prêche pour nos clients, c'est-à-dire on est au 19e rang des meilleurs lieux de travail au Canada, puis au 5e rang au Québec, puis on n'est pas peu fiers de ça. Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler d'expérience employée, les stratégies aussi pour retenir les meilleurs talents là, dans l'expérience employée. C'est quelque chose qui a quand même évolué beaucoup à travers les dernières années. Veux-tu me parler un petit peu de ça, justement, comment vous l'avez perçu, mettons, avant pandémie, après pandémie? Souvent, on parle de pandémie comme un milieu qu'on peut, dans le temps, là, fait qu'explique-moi un petit peu ça. J'aimerais ça d'abord commencer par la définition, oui, si tu me permets. Oui. Tu m'as parlé d'expérience employée. Moi, je vais probablement te parler, parce que c'est dans mon vocabulaire, d'expérience talent. Parce qu'on a beaucoup constaté, puis ça a été exacerbé au fil des dernières années, une grosse différence entre les organisations qui font de l'expérience candidat et de l'expérience employée, qui souvent développe un parcours d'expérience qui n'est pas un continuum, c'est-à-dire... Tu disais tantôt qu'ils travaillent en silo. Exactement, qui travaillent en silo, donc qui a des objectifs qui doivent être atteints pour attirer des gens, puis d'autres pour les retenir. Nous, la façon dont on voit l'expérience comme un continuum parce que tu ne peux pas vendre quelque chose à un candidat, puis quand il arrive en poste, il vit complètement une autre chose. Donc, on préfère vraiment voir l'expérience comme un continuum, puis une espèce de mapping de tous ces moments de vérité, du moment où tu es un candidat jusqu'au moment où tu quittes l'entreprise. OK, c'est une bonne définition. Là. J'aime ça parce qu'on en avait parlé un peu d'entrée de jeu que tu voulais faire cette définition-là, puis je trouvais ça vraiment super pertinent de la faire aussi. Puis je pense que ça revient beaucoup dans l'apéro RH cette année. Bon, le fait que le département d'RH, le département de marketing qui travaille beaucoup trop en silo puis devaient travailler et collaborer davantage. Et aussi le fait excusez mon anglicisme, mais oversell quelque chose à un candidat qui n'est pas nécessairement la réalité de l'employé après. C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup qui se passe sur le marché. Fait que j'aime ça la façon que tu l'apportes. Là. Puis j'oserais même rajouter une autre affaire, si tu le permets. Souvent, on définit l'expérience talent comme les outils ou les connexions d'un talent avec l'entreprise. Nous, on a décidé d'élargir la définition de par notre expertise des dernières années. Fait que pour nous, l'expérience talent, c'est 3 choses. L'expérience talent, c'est la façon dont un humain perçoit sa connexion avec l'entreprise. Fait que sa perception, fait que c'est intérieur, tu peux absolument pas contrôler ça. C'est de l'ordre de la perception. La deuxième chose, c'est ce parcours dont on vient de parler que tu peux mapper, lui, du moment où tu es candidat jusqu'au moment où tu quittes l'entreprise. Puis l'autre chose, c'est tous les outils qui sont fournis à un employé. Donc, les points de contact, les outils, le livre de la culture. Pour nous, l'expérience talent, c'est ces 3 choses-là. C'est la façon dont une personne se sent, sa perception de sa relation avec l'entreprise, c'est le parcours qu'elle va vivre et c'est les outils auxquels il ou elle sera mis en contact à tous les jours dans son quotidien d'employé. Au final, la perception, c'est la première étape que tu parlais, la perception globale vient du marketing un petit peu, comment la personne perçoit l'entreprise à l'extérieur sans même avoir mis les pieds dedans un petit peu. Là. C'est-tu vers ça que tu veux aller?
En fait, oui, Ouais, c'est comme l'objectif, c'est Tim d'avoir... Martin versus Starbucks, ça tu sens pas la même chose à l'intérieur. Non, Fait c'est que- ça. Puis tu sais, j'ai envie de te raconter une histoire, si tu me permets, OK? Juste pour illustrer mon propos. C'est une histoire qui a fait un peu le tour du monde. Fait que c'est l'histoire de Joshi. OK? Joshi, c'est un petit garçon de 2 ans qui a un ours en plus qui s'appelle aussi Joshi. OK? Fait que Joshi et Joshi. Joshi s'en va avec ses parents au Ritz-Carlton à Maui, à Hawaï. Et passe un séjour là-bas avec ses parents et ils reviennent à la maison et l'ourson en peluche is nowhere to be found. Excuse-moi l'anglais, on le trouve plus, OK? On trouve plus l'ourson. Et donc, le papa dit, d'après moi, Joshi a continué ses vacances. Joshi a continué ses vacances. Il appelle à l'hôtel puis il réalise qu'effectivement, l'ourson en peluche est resté à l'hôtel. Et ce que l'hôtel décide de faire, c'est qu'il décide de faire poursuivre l'expérience à l'ourson en peluche. Donc, ils couchent l'ourson en peluche sur une chaise de plage, ils le mettent sur un siège de massage, ils font faire un paquet d'affaires, puis ils renvoient l'ourson avec l'album, avec un album photo, pour montrer que l'ourson a continué son voyage. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'il y a plein d'études qui démontrent que les gens vont davantage se rappeler de la façon dont ils se sont sentis versus ce que tu vas leur avoir dit ou avoir fait. Donc, la morale de l'histoire là-dedans, c'est pour ça que dans l'expérience talent, il y a ce volet si important de la façon dont tu te sens. Puis la seule façon pour que tu te sentes que cette perception soit positive, c'est si c'est profondément incarné. Tu sais, l'intention du Ritz-Carlton, c'est de faire poursuivre cette expérience-là qui avait été bonne au départ, de la faire poursuivre jusqu'à chez eux. Fait que c'était une intention qui était noble puis qui a généré des émotions. Puis c'est de ça dont la famille a probablement parlé. Puis on peut amener cette situation-là qui est complètement différente dans le contexte de l'expérience talent, à mon avis. C'est drôle que tu me parles de ça parce que j'avais une réflexion là-dessus hier. On s'éloigne un peu du sujet, là, mais c'est pertinent. Je réfléchis, je suis en location Airbnb en ce moment avec un chalet, puis je réfléchis à toutes les expériences Airbnb que moi, j'avais vécues à travers les dernières années. Puis je me rappelais de qui avait précisément une bouteille de rosé quand on est arrivé. On était une gang de filles qui allaient la bouteille de rosé que la propriétaire avait mis là. Puis si tu penses, visuellement, c'était le chalet le plus ordinaire qu'on avait été. Mais l'attention derrière la personne qui était comme, je sais que vous venez d'une gang de filles, je vous offre une bouteille de rosé pour venir séjourner dans mon chalet. Ça le fait vraiment une différence. Puis souvent, je pense qu'on manque le petit élément différenciatoire, autant en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, qui fait juste un petit plus que les autres ne feront pas, en fait, qui fait une énorme différence au sein de l'expérience talent au complet, en fait. Qui va faire que tu vas te sentir d'une certaine façon, qu'il va avoir des émotions positives qui vont émerger du contexte. Oui, non, j'aime ça. Puis, continuons avec le terme expérience talent pour aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu as remarqué, justement, je retourne dans ma question du début par rapport à pré-pandémie, post-pandémie, pendant aussi. Qu'est-ce qui a changé à travers les dernières années au niveau de l'expérience talent? Je te dirais que la première chose, c'est l'importance, ce l'était avant, mais ce l'est encore plus, l'importance de la culture. Puis par culture, ce que je veux dire, c'est une raison d'être qui est connue et qui est incarnée. Donc, c'est d'aller plus loin que de mettre une belle mission, une raison d'être sur un mur, mais c'est de faire en sorte que les talents vont comprendre cette raison d'être-là, voire même vont avoir une raison d'être qui leur est personnelle face à l'entreprise. Chez Dada, on a notre raison d'être, mais chaque employé sur son dialogue talent, lors du dialogue talent, on a développé la raison d'être de chaque employé. Chaque employé a sa raison d'être. Fait que ça, c'est la première chose, c'est l'importance d'une raison d'être qui est connue et qui est incarnée, dont on s'approprie le sens. Qu'est-ce qu'un dialogue talent? Un dialogue talent, c'est l'équivalent d'une évaluation de performance. Okay, mais on appelle ça un dialogue talent parce qu'on n'est pas dans l'évaluation de performance, on est vraiment dans le dialogue face à comment tu vis de ta situation d'employé, comment on peut te faire évoluer. Okay, fait que ça, c'est le premier volet. Fait qu'à mon avis, c'est une des choses qui est hyper importante, c'est toute la question de la culture. Donc, non seulement la raison d'être, mais les valeurs. Pendant longtemps, les entreprises ont eu exactement les mêmes valeurs. Le respect, l'engagement, l'éthique, l'excellence. Tu sais, comme tu vas faire un sondage dans une entreprise, tu as 200 personnes dans une salle ou 200 entrepreneurs dans une salle, tu leur demandes leurs valeurs, ils vont toutes te répondre des valeurs qui sont dans cet ordre-là parce que c'était des valeurs pour mettre sur un mur.
Maintenant, les valeurs, ils ne doivent plus être sur un mur, elles doivent être incarnées. On doit les comprendre. Elles doivent servir à engager, reconnaître et congédier. Donc, c'est des valeurs on doit les connaître. Ça, c'est un élément qui est hyper important, surtout dans le contexte où on est en pénurie de talent, fait que les employés ont le choix. Donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose, il y a plusieurs, à chaque année ou à chaque 2 ans, il y a Edelman qui fait, qui fait son baromètre de la confiance. Puis ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les humains, du moins si on parle des Québécois, ont de moins en moins confiance en la politique, l'économie, leur municipalité, les médias, ils ont confiance en leur organisation, leur employeur. Donc, il y a un des éléments qui a changé, c'est que le rôle de l'employeur n'est plus le rôle d'un employeur pur parce que la ligne est tellement rendue mince entre le professionnel et le personnel que tu ne peux plus uniquement te préoccuper du professionnel. Tu dois aussi établir, mettre en place des mesures qui démontrent que tu veux prendre soin de ces humains-là. Donc, développer diverses solutions qui touchent la santé mentale, qui touchent l'équilibre professionnel ou travail-famille. Donc, ça, c'est toute une série de mesures qui doivent dorénavant être mises en place dans le cadre de l'expérience talent. Puis nous, ce qu'on fait, souvent, là, quand on donne des conférences, on définit ce parcours-là, puis il y a un bout dans le parcours où il est écrit « Vive sa vie ». Fait que tu es engagé, tu as le jour 1, le jour 2, le 3e mois, le 6e mois, mais il y a un bout où tu vis juste ta vie d'employé, mais dans « Vivre ta vie d'employé », il y a aussi des mesures qui doivent être mises en place par l'employeur pour démontrer justement ce soin-là ou cette attention-là qu'il y a par rapport à l'humain derrière l'employé. Qu'est-ce qui est pour toi la plus grande différence entre, mettons, marque employeur, culture d'entreprise? Parce que c'est tous des termes que, très bon, à la mode en même temps, on les intègre tous, mais quand même, la différence, la ligne est quand même mince entre faire vivre sa marque employeur, faire vivre sa culture d'entreprise. Il y a des différences. Peux-tu nous les expliquer? Oui, bien sûr. En fait, une marque employeur, le gros problème en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui méprennent marque employeur et campagne d'attraction. Donc, pour certaines entreprises, développer une belle campagne puis sortir une campagne dans les médias, c'est une marque employeur. Une marque employeur, c'est bien plus que ça. Une marque employeur, ça doit inclure la connexion à la culture. Donc, pour moi, la marque employeur, c'est l'espèce de parapluie au-dessus de tout ça dans lequel tu dois établir une connexion extrêmement profonde avec cette culture d'entreprise-là, avec le cœur de ton entreprise. Puis, je te dirais même que ça arrive souvent, puis on est dans le même domaine, toi et moi, ça arrive souvent que des entreprises nous approchent, puis nous disent « on a besoin d'une marque employeur », puis je leur réponds « vous n'en avez pas besoin ». Parce que vous avez déjà une marque, vous avez une organisation, vous n'avez pas besoin de développer une marque à part. Vous avez besoin de vous connecter au cœur de l'entreprise. C'est ce que vous avez à faire. C'est intéressant de t'entendre là-dessus. Puis hier, justement, j'étais à une conférence, je ne sais pas si tu connais Carole Alain, c'est un conférencier assez connu. Puis on avait une conférence privée avec lui, avec un de nos clients, puis il apportait beaucoup les différences entre les générations. C'est vraiment ultra pertinent. Puis justement, en parlant d'environnement de travail, conciliation travail-famille et tout ça, comment que vous suggérez à vos clients d'avoir une certaine égalité aussi entre la personne qui est là depuis 30 ans et la nouvelle génération qui rentre, qui veut un peu plus tout rapidement en termes d'avantages, en termes de nombre de vacances? C'est une façon que vous venez essayer de créer une égalité à travers les différentes générations? Ouh, c'est une bonne question, celle-là. Ouais, hein? Je te dirais que quand on fait des démarches de marque employeur, ce qu'on essaie de faire, c'est d'asseoir des gens dans une salle, déjà avant de développer la marque employeur, c'est d'asseoir des gens dans une salle pour avoir une espèce de diagnostic qui prend en considération les réflexions, les besoins et les attentes, autant des employés qui sont là depuis 30 ans que ceux qui sont là ou qui viennent d'arriver. Fait qu'il y a une espèce de réflexion à faire sur justement... Est-ce qu'il y a un fil conducteur à travers tout ce monde-là?
Puis souvent, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a effectivement un fil conducteur qui va bien au-delà de la rémunération. Puis c'est ce fil conducteur-là qu'on essaie de trouver parce qu'après ça, la rémunération devient, et c'est gros ce que je veux dire, mais presque accessoire. Quand tu as un higher purpose au-dessus, puis que les gens sentent qu'ils sont connectés, la rémunération devient presque accessoire. Puis après ça, bien sûr, il faut s'y attarder, mais puis il faut surtout réfléchir, tu sais, t'offres pas des assurances collectives à un jeune de 20 ans. T'offres autre chose. C'est exactement ce que Caroline disait hier. Parce que comme t'offres pas des REER non plus à quelqu'un qui a 20 ans, tu offres autre chose. Fait qu'il y a une réflexion qui est vraiment importante sur la question des perks, puis de tout ce qui est offert au-delà de la rémunération pure, justement pour arriver avec quelque chose qui fait du sens en fonction de ton cycle de vie d'employé, où tu es rendu dans ta carrière. Justement, tu sais, mettons qu'on pense à Google, qu'on imagine Google avec du tapis gazon un peu partout, puis les gens qui se promènent en trottinette. L'environnement de travail, par rapport au fait qu'aussi on a des gens en télétravail, comment tu fais pour vouloir emmener tes gens au bureau, garder un bel environnement de travail aussi, parce que ça fait partie de l'expérience employée aussi, cet environnement de travail-là. Et ça, c'est une question aussi difficile dans le sens où, à l'heure actuelle, faire vivre une culture quand tu es en traquance, travail, vacances à l'extérieur, quand tu as la possibilité de travailler du bureau ou à la maison, c'est extrêmement difficile. Honnêtement, c'est un grand défi. Même nous, chez Dada, ça fait partie des grands défis parce qu'on est passé à 4 jours par semaine en plus. Donc, les gens veulent livrer en 4 jours. Fait que c'est vraiment une grande réflexion. Puis cette réflexion-là, elle ne peut pas s'opérer toute seule. Elle doit s'opérer dans la collaboration. Puis, il y a un exemple que j'aurais envie de donner, c'est Amazon. Amazon, il y a quelques semaines, a annoncé le retour obligatoire au bureau 3 jours par semaine. Amazon a, si je ne me trompe pas, 1,5 million d'employés à travers le monde. Et ils ont obligé le retour au bureau et ils ont eu, dans les jours qui ont suivi, une pétition de 30 000 employés qui étaient contre ça, bien qu'ils aient suivi le manuel de l'employé, là, puis ils aient suivi le bon processus au niveau des communications. Ça n'a pas été fait dans la collaboration. Donc, autrement dit, je pense que cette réflexion-là sur la culture, puis comment faire vivre la culture, elle doit s'opérer dans la collaboration avec les employés. Mm-hmm. Parce que tu ne peux pas décider qu'à toutes les semaines, tu fais un 5 à 7, puis que tout le monde va venir, parce qu'on a toutes des réalités qui sont des réalités qui sont différentes. Là. Mm-hmm. Je pense que le télétravail a des énormes bienfaits, puis c'est quelque chose qu'on a parlé, justement, il y avait un épisode l'année passée dans la saison 1 d'Apéro que là-dessus, en fait, faire vivre cette culture en télétravail. Mais depuis ce temps-là, en fait, je me demande depuis, tu sais, ça fait 3 ans environ beaucoup de gens sont en télétravail, même il y en avait que c'était avant la pandémie. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme moi, j'ai pas de la misère à faire vivre ma culture, même en télétravail, mais je me questionne sur pendant combien de temps. Parce que là, peut-être que c'est encore bien, les gens sont encore nouveaux, entre guillemets, les gens sont heureux, mais à un certain point, je pense que l'être humain a besoin de connecter avec d'autres êtres humains. Donc, pendant combien de temps ça va être encore viable d'être 100% en télétravail, puis de garder une belle culture d'entreprise, entre autres. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. C'est une question qu'on doit se poser maintenant. Parce qu'effectivement, on a besoin de connexion. Fait qu'il va falloir trouver justement des solutions qui visent à assurer cette connexion-là sans obliger le retour au bureau. Quoique si c'est une solution pour une entreprise parce que de façon générale, les employés sont d'accord, ça peut être une solution qui peut bien fonctionner. Mm-hmm. Mais je pense que l'objectif, ça va être de se définir des moyens dans la collaboration. C'est normal aussi que j'imagine, c'est 30 000 sur 1,2 million qui ne soient pas d'accord. En même temps, c'est normal qu'il y ait un certain pourcentage, on parle d'Amazon encore, mais qui ne soient pas d'accord aussi, j'imagine. Donc, il faut aussi la collaboration, mais l'unanimité, c'est difficile à avoir, absolument, j'imagine. Tu as tout à fait raison. Mm-hmm. Ouais. On parle aussi justement, tantôt tu parlais du salaire qui devient presque accessoire, là, en gros guillemets. L'inflation fait qu'on n'a pas le choix aussi de compter beaucoup sur le salaire, mais à part, tu sais, on entend beaucoup conciliation travail-famille, y a-t-il d'autres avantages comme ça qui sont tangibles, que tu vois, qui sont de plus en plus populaires, entre guillemets, sur le marché de l'employeur et employé? La question du 4 jours par semaine, c'est un vrai avantage, Maude.
Nous, on le vit parce qu'on est passé aux 4 jours depuis le mois de mai. C'est un vrai avantage d'avoir la possibilité de te ressourcer pendant 3 jours. On a parlé de Teddy tout à l'heure. Donc, il y a différents nouveaux avantages. Ça vaut la peine de s'y pencher. Puis il y a aussi des nouveaux moyens de reconnaissance aussi. Je ne sais pas si tu vas aborder le volet techno, mais il y a toutes sortes de solutions qui permettent... par exemple, si tu regardes, je pense que le nom de l'entreprise, c'est Ovatio, qui offre c'est une compagnie qui fait des trophées, normalement, puis qui a décidé de permettre aux entreprises d'offrir des trophées virtuels. Fait que, tu sais, oui, la rémunération, oui, les perks, mais toute la question de la reconnaissance est tellement importante. Puis des fois, avoir une tape dans le dos ou faire reconnaître tes bons coups, c'est quelque chose qui peut être éminemment important pour un employé. Fait que ce genre de solution-là, comme Ovatio, je nomme celle-là, mais il y en aurait plein d'autres. Je pense qu'il y a Altrom aussi qui a des solutions de reconnaissance puis des parcours de formation. Mais ça fait aussi partie de tout ce qui doit être mappé, justement, en termes de... au-delà de la rémunération pure puis des perks qui peuvent être ajoutés. Il y a beaucoup d'outils technologiques comme ça qui viennent bien sûr. Ça, justement pour les gens qui n'ont pas écouté l'année passée, on a reçu Office Vibe l'année passée. Oui. On a reçu aussi Altrom Reconnaissance l'année passée. Et Ovatio, c'est, je pense, si je ne me trompe pas, c'est une division de Protocole Trophée aussi qu'on a reçu dans le podcast Success Factory, qui est l'autre podcast de Wave & See aussi. Si les gens veulent savoir comment il a créé ça pendant la pandémie, c'est super pertinent. Et Teddy, ben c'est l'accompagnateur, en guillemets, du podcast de celui-là. Fait que bref, toutes ces technologies-là, on les a quand même interviewées. C'est des gens qui n'en ont pas entendu parler, qui veulent aller écouter ça, là, justement. Là. Vous, de votre côté, est-ce que vous aidez les entreprises à les implémenter, certaines technologies comme ça? Oui, ça dépend bien sûr des besoins. Donc, parfois, ça peut être des solutions d'onboarding. Ça peut être une base, une entreprise qui dit, ben moi, déjà la base, là, dans mon parcours talent, là, il me manquerait une chose qui est la solution d'onboarding. Fait que oui, ça peut être ça. Bref, on regarde les solutions en fonction du contexte de chaque client qui est souvent complètement différent. Je suis contente que tu aies abordé la semaine de 4 jours aussi, parce que je pense que c'est la première fois qu'on l'aborde cette année dans le podcast, je crois. Puis justement, hier, je reviens à Carole Alain, mais il parlait du fait que selon lui, cette prévision en 2035, ça va être la semaine de 3 jours. Le temps plein va être un 27-29 heures par semaine pour la génération justement qui est la génération alpha, là, 13 ans et moins. Là, ça risque d'être ce qu'ils vont vivre comme réalité. T'en penses quoi au sein des entreprises qui doivent se préparer à ça, justement, aux jeunes qui veulent travailler de moins en moins, entre guillemets, servir un purpose un peu, là, aussi, beaucoup plus la mission, tu en as abordé un petit peu tantôt. T'en penses quoi de ça? Bien, d'abord, au niveau à propos de la semaine de 4 jours, la semaine de 4 jours, c'est pas pour toutes les organisations. Il y a des organisations pour qui ce ne serait pas possible parce que ce n'est pas facile à implanter. On s'imagine que tout à coup, on peut implanter la semaine de 4 jours, puis on va juste couper de 5 à 4, puis on va réussir à... pour que ça fonctionne, il y a toute une série de mesures qui doivent être mises en place. Première chose, on diminue la longueur des rencontres. On ne fait plus des rencontres de 60 minutes, on fait des rencontres de 45. On s'assure d'avoir une intention à chaque rencontre, un ordre du jour à chaque rencontre. On s'assure d'avoir des outils technologiques pour supporter, pour faire en sorte que ce à quoi les employés servent, c'est ce pour lequel ils sont bons. Puis que tout le reste de la poutine de feuilles de temps, puis tout le reste, qu'il y ait des solutions qui puissent appuyer ça. Fait que j'ai envie de dire, les nouvelles formes de travail vont devoir accueillir, oui, le 4 jours, mais c'est tout un paquet d'autres formats. Parce que en pénurie de talent, il y a un élément, au Québec, on est les champions pour faire quitter les gens qui ont 55 ans et plus du milieu de travail. Pourtant, on en a besoin. Donc, tu parles de la génération alpha qui souhaite travailler moins. Bien, les gens qui ont 55 ans et plus, là, ils souhaitent aussi travailler moins. Puis actuellement, on leur dit, ben non, si tu veux, c'est 5 jours, si tu veux faire 4 ou 3, va te trouver une autre job ailleurs. Va travailler à la caisse chez Rona. J'ai l'impression qu'on les oublie souvent. On parle de boomers, on parle de milléniaux, puis on parle de la génération alpha, puis on oublie puis la génération Y, je pense, je me mélange tout le temps. Oui. Y, c'est pas milléniaux, ouais, c'est ça. Puis, fait qu'on oublie tout le temps comme cette génération-là, justement, qui en a encore pour comme 10, 15 ans sur le marché du travail, qu'on doit aussi, tu sais, eux, ils doivent s'adapter énormément technologiquement, là, beaucoup d'enjeux. On les oublie, je trouve. Mais puis c'est surtout que
On en a besoin, Ouais. Maude. On en a vraiment besoin parce que pour les 15 prochaines années, on n'aura jamais eu autant de talents disponibles que maintenant. Fait que dans 15 ans, c'est drôle parce que mon ami Francis Gosselin, qui est économiste, j'assistais à une de ses conférences hier, puis il a dit « On assiste actuellement à l'âge d'or du talent, puis dans 15 ans, on va se dire « On était-tu bien? Il y en avait-tu beaucoup? Il y en avait donc bien des talents il y a 15 ans. Fait que pour ça, il ne faut pas réfléchir uniquement à ce qu'on va offrir à la nouvelle génération qui va entrer dans le marché du travail dans 15 ans ou progressivement. On doit aussi s'adapter à ces gens qui ont 55 ans et plus et à qui on montre la porte, alors que des solutions alternatives pourraient être trouvées pour les garder parce qu'ils ont la mémoire de l'entreprise, parce qu'ils ont les connaissances, parce qu'ils peuvent mentorer de nouveaux employés. Fait que je pense que ce n'est pas uniquement la question de la jeune génération, il faut le réfléchir globalement. Puis je pense aussi que, tu sais, justement, tantôt on parlait de Google, mais le open space et la trottinette et tout ça, ça veut pas nécessairement plaire à cette génération-là aussi. Puis souvent, on veut amener des choses pour attirer, mais on se questionne pas justement sur ce que les gens qui sont dans notre entreprise veulent en ce moment, là. Fait que ça, c'est un autre enjeu, mais on en pourra en parler, longtemps, c'est ça exactement. C'est ça. Puis, concrètement, mettons là en ce moment avec les clients que vous collaborez, comment vous prévoyez, là, que vous envisagez 2024 par rapport à l'expérience talent un petit peu? C'est quoi les changements tu penses qu'il va y avoir, les améliorations, les updates qu'il va falloir changer pour optimiser encore puis s'améliorer? Déjà, la première chose, c'est la cassure entre expérience candidat, expérience employé. C'est la première chose. C'est la première chose, puis j'ai envie de te l'illustrer, OK? Il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas qui a fait cette campagne-là, je vais l'illustrer. Il y a une campagne qui a été faite il n'y a pas très longtemps par McDo. Puis la campagne, c'était « Passez-nous en entrevue ». Donc, sur des billboards, « Passez-nous en entrevue ». Donc, un jeune qui a envie d'aller travailler chez McDo va en entrevue, puis s'imagine, bien, en fait, pas s'imagine, passe son boss en entrevue. Le problème, c'est que ça se passe alors qu'il est candidat. Mais quand il devient employé, ce n'est plus lui le boss. Parce que le Big Mac, il y a 1 minute 50 pour le faire. Fait que c'est plus lui le boss. Fait que c'est juste une façon grossière, de t'illustrer qu'une des premières préoccupations, ça va être ça. Ça va être de faire en sorte que le parcours talent est un continuum. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle qui ne parviennent pas à dépasser le seuil du 3 mois. Qu'il y a beaucoup de talents qui quittent l'entreprise. Puis une des raisons, c'est parce que ce qu'on leur a vendu avant ne correspond pas à ce qu'ils vivent. Puis rappelons-nous que la définition de l'expérience talent, en premier lieu, c'est la perception puis la façon dont on se sent. Mm-hmm. Fait que ça, c'est vraiment un élément qui est absolument capital. La deuxième chose, c'est si vous avez une mission ou une raison d'être qui date de Mathusalem, peut-être que ça vaudrait la peine de réfléchir si c'est encore la bonne. Ouais. Parce que les gens, les humains ont besoin, tu l'as dit tantôt, d'être connectés, puis ça part de là. Souvent, en management, on parle du leadership par purpose, donc cette espèce de propension à gérer justement avec une raison d'être d'entreprise, ça va être de plus en plus, ce l'est déjà, mais de plus en plus important. J'aime ça, le McDo, parce que je savais pas vraiment où t'allais avec ça. Puis je sais comment c'est le fun. Ce qu'on fait, je trouve ça original. Mais après ça, c'était la raison que ça fait moins de sens avec ce que les gens vont vivre. Par contre, ça s'intégrait souvent super bien avec quelqu'un, justement, en management. Quelqu'un en plus, ça permet de voir les skills de management de la personne, de dire, passons en entrevue. Puis c'est une personne qui doit prendre en charge des choses après. Donc, ce type de campagne-là, ça, je l'imagine plus pour peut-être une entreprise qui va chercher des managers ou d'autres types de postes de gestion, là. Mais pas quand ta réalité après ça, ce n'est plus d'être le patron. Exact. Puis c'est pour ça que c'est un exemple que j'utilise souvent parce que, justement, il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit vrai ce qu'on dit. Non, définitivement. T'as-tu un petit mot de la fin avant que je rentre dans ma petite question plus farfelue? Un petit mot de la fin. Merci pour ce que vous faites. Puis je te le disais d'entrée de jeu, on est dans un modèle de compétition ici, puis je pense que plus on est à répandre la bonne nouvelle, plus les entreprises seront humaines, puis plus les entreprises vont avoir de l'impact pour vrai. Fait que je salue votre initiative. Ah, mais c'est gentil, merci, c'est vraiment apprécié, on adore ce qu'on fait, fait que c'est le fun dans ce temps-là.
Fait que petite question. Parfait. Il va dans le sport. Là. OK. Si vous aviez organisé, là, tu peux prendre Dada comme exemple ou un client à voir, un olympique de l'expérience, on va le remplacer, on va dire expérience talent là, pour cette fois-ci. Quel événement bizarre, amusant qui se passerait là, dans cet olympique-là? Là? Et nous, il n'y a pas longtemps, on a fait une partie de kickball. Ah! OK? Parce qu'on s'est dit, le baseball, c'est pas tout le monde qui peut jouer à ça, mais le kickball, tout le monde est capable de kicker un ballon. Fait que j'ai envie de te parler de ça puis de te dire, la raison pour laquelle ça a marché, c'est que, ça s'adaptait à tout le monde, parce que tu peux même marcher. Tu n'es pas obligé de courir. Puis 2, parce qu'on en a fait une expérience qui est globale. On a donné des T-shirts à tout le monde, puis on s'est rendu jusqu'au bout, jusqu'à la célébration du championnat. Fait que ce que j'essaie de traduire par ça, c'est si on avait à développer ou à commenter l'expérience, aussi nos talents, notre équipe avait à commenter cette expérience-là, je pense qu'il dirait que ça a été positif, justement parce que ça a été réfléchi pour que ce soit exactement pour tout le monde, puis qu'on a réfléchi à tout ce qu'on allait faire pendant cette activité-là pour être sûr que ça fasse du sens. Bien, j'aime ça, parce qu'il y a beaucoup de petits parallèles qui peuvent être faits avec cet exemple-là. Entre autres, de dire, j'invite les gens chez moi en entrevue, puis je passe entrevue, puis ils s'en vont, mais versus, je sais pas si tu as vu passer ça récemment sur LinkedIn, mais les gens qui avaient réservé un stationnement spécial pour l'entrevue, après ça, ils arrivent, par exemple, tu leur offres un café, ils font visiter l'usine ou peu importe. Donc, il y a tout. Vous avez pensé au t-shirt, c'est pas juste on fait ça, on s'en va jouer à un jeu, puis c'est terminé. Il y a d'autres choses qui est le fun, qui a accompagné cette expérience-là au bout de la ligne qui était de kicker un ballon, qui a rendu toutes les choses, le processus agréable. Fait que je pense que je faisais une belle analogie aussi avec ça. J'avais pas réfléchi à la façon dont tu l'as emmené, mais si j'avais à ce moment-là à dire un autre élément, c'est quand on pense à l'expérience talent, il y a une chose qu'on oublie tout le temps, systématiquement, c'est le départ d'un employé. On y pense jamais. Puis c'est un des moments que intérieurement, là, on peut vivre une émotion qui est la plus vive parce qu'on quitte. Fait que, suivons l'exemple des Google qui ont développé les Googlers, les Nooglers, les Zooglers, qui ont développé des parcours talents. J'avais jamais entendu ça. Oui, Google, tu es un employé Google. Les Zooglers, c'est les anciens employés, puis les Nooglers, les nouveaux employés. Fait que prenons l'exemple des Google et de toutes ces autres entreprises qui développent des alumni, donc qui veulent garder des réseaux après, qui veulent garder un contact après. Fait qu'il y a effectivement toutes sortes d'activations qui peuvent se faire pour les gens qui quittent les entreprises, puis ça peut faire une grosse différence. J'adore ça, c'était un excellent mot de la fin. Merci d'avoir participé à l'apéro la saison 2. Je suis super contente de t'avoir reçu. Merci, ça a été un plaisir partagé.